Il s'était résigné à finir ses jours dans la solitude, contemplant le crépuscule sur son domaine silencieux. Mais ce qu'il découvrit, tapi dans l'ombre des arbres, bouleversa son existence et déclencha une série d'événements que personne au village n'aurait pu prédire. Le soleil impitoyable des terres du Sud frappait le visage buriné d'Henri Valois alors qu'il longeait les confins de sa propriété à cheval. À 67 ans, chaque aube apportait son lot de douleurs, plus vives que la veille. Le médecin de Saint-Clément avait été formel. Il lui restait 6 mois, tout au plus. La maladie pulmonaire qui le rongeait ne lui accorderait pas de sursis. Sans famille pour hériter de sa modeste ferme, Henri avait fini par accepter l'idée que tout ce qu'il avait bâti serait probablement saisi par la banque ou accaparé par un voisin opportuniste une fois qu'il ne serait plus là. Soudain, sa monture, un vieux cheval crème nommé Sultan, s'arrêta net près d'un bosquet de peupliers. Henri plissa les yeux, percevant un mouvement dans les broussailles. Sa main glissa instinctivement vers la carabine logée dans l'étui de sa selle. « Qui est là ? Montrez-vous » lança-t-il, la voix éraillée par des années de vie rude. Le bruissement persista, suivi de l'apparition d'une silhouette frêle. Une enfant, pas plus âgée que 8 ou 9 ans. C'était une petite fille issue des tribus, maigre et terrifiée, les joues maculées de terre et les vêtements en lambeaux. Elle le fixait avec de grands yeux défiants, malgré son épuisement évident et la faim qui la tordait. Henri abaissa son arme. « D'où viens-tu, petite ?» demanda-t-il en scrutant l'horizon. Aucun signe de vie alentour. La fillette garda le silence, ses iris sombres l'observant avec méfiance. Henri remarqua du sang séché sur son bras. « Tu es blessé » dit-il en mettant pied à terre avec lenteur. Ses articulations protestèrent, rappel cruel de son état déclinant. « Je ne te ferai aucun mal. Ma ferme est juste derrière cette crête. Il y a de l'eau et de quoi manger. » L'enfant recula d'un pas, l'expression fermée. « Je comprends » opina Henri. De nos jours, la confiance est une denrée rare. Il fouilla dans sa sacoche et en sortit un morceau de viande séchée et une petite gourde. Il les posa au sol avant de reculer. « Prends, c'est pour toi. » Après un long moment d'hésitation, la faim l'emporta sur la peur. La fillette s'élança, s'empara des vivres et battit en retraite à une distance de sécurité. Elle dévora la viande tout en le surveillant du coin de l'œil. « Je m'appelle Henri Valois » soupira-t-il, n'attendant aucune réponse. « Tu peux m'appeler Henri. » À sa grande surprise, l'enfant prit la parole, d'une voix à peine audible. « Maya ?» Henri sourit, un geste qui semblait étranger à son visage marqué par le temps. « Maya, c'est un joli prénom. » Il jeta un coup d'œil au ciel, notant la position du soleil. « Je dois rentrer avant la nuit. Tu es libre de venir avec moi ou de prendre la nourriture et de continuer ta route. C'est toi qui choisis. » Henri remonta péniblement sur Sultan, ses poumons brûlants sous l'effort. Il attendit, sans regarder directement l'enfant, lui laissant l'espace nécessaire pour décider. Après un instant, il fit claquer sa langue et le cheval se mit en marche vers la ferme. Il avait parcouru une 50aine de mètres lorsqu'il entendit des petits pas feutrés derrière lui. Henri ne se retourna pas. Il ralentit simplement l'allure de sa monture, permettant au pas de le rattraper. Lorsque sa modeste bâtisse apparut, avec sa peinture blanche écaillée et son porche affaissé, la fillette marchait à la hauteur du cheval, tout en maintenant une distance prudente. « Ce n'est pas grand-chose, » dit Henri en désignant le domaine, « mais c'est chez moi. » En approchant, Henri remarqua le cheval du capitaine Mercier attaché devant la maison. Son estomac se noua. Le capitaine apportait rarement de bonnes nouvelles ces derniers temps. « On dirait qu'on a de la visite » dit Henri à Maya. « C'est le capitaine Mercier. C'est un homme honnête, mais... » Il s'interrompit, notant la tension immédiate de l'enfant à la mention de l'autorité. « Tu peux attendre près de la grange si tu préfères. Je viendrai te chercher quand il sera parti. » Maya ne répondit pas, mais elle se glissa silencieusement vers la vieille grange, tandis qu'Henri descendait de cheval et s'approchait de la maison. Le capitaine Mercier se leva des marches du porche. « Henri » salua-t-il, le visage grave. « Je te cherchais. »« Qu'est-ce qui t'amène par ici, capitaine ?» demanda Henri en attachant Sultan au poteau. « Il y a eu des troubles au hameau de Beauvallon, » annonça Mercier. « Une attaque des tribus. Tout le monde est mort, hommes, femmes, enfants. L'armée a été dépêchée depuis le fort Saint-Louis. » Henri sentit un frisson le parcourir malgré la chaleur.
Quand? Il y a 2 jours. Nous prévenons toutes les fermes isolées. La tension est à son comble. Le commandant du fort parle de rassembler tous les membres des tribus de la région, hostiles ou non. Henri hocha lentement la tête, pensant à la petite fille effrayée cachée dans sa grange. « Merci de m'avoir prévenu. Tu devrais envisager de venir en ville jusqu'à ce que les choses se tassent, suggéra le capitaine. Un homme dans ta condition ne devrait pas rester seul ici. C'est ma maison, capitaine. Je mourrai ici, pas dans une chambre d'auberge en ville. Le capitaine soupira. Têtu comme une mule, comme toujours. Sois prudent, Henri. Garde ta carabine à portée de main. Après le départ de l'officier, Henri resta un long moment sur son porche, regardant la poussière retomber. Puis il se dirigea vers la grange, où il trouva Maya blottie dans un coin, tremblante. « Tu as entendu » demanda-t-il simplement. Elle hocha la tête, les larmes montant aux yeux. « Tu étais à Beauvallon » demanda doucement Henri. Maya secoua la tête avec véhémence. « Non, les miens, morts aussi. Les soldats sont venus. » Son français hésitant était ponctué de sanglots étouffés. « J'ai couru 3 jours. » Henri comprit. Elle ne faisait pas partie d'un groupe d'assaillants. Elle était une autre victime prise entre 2 mondes en guerre. Juste une enfant seule. « Tu es en sécurité ici, dit-il, bien qu'il ne fût pas certain de pouvoir tenir cette promesse. Viens à l'intérieur, on va soigner ce bras. » Alors que le soleil commençait à se coucher sur les plaines arides, projetant de longues ombres à travers la ferme, Henri Valois prit une décision qui allait changer leurs 2 vies à jamais. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Henri avait trouvé Maya. La fillette restait prudente, mais elle avait commencé à lui accorder sa confiance. Chaque matin, Henri se réveillait pour la trouver déjà levée, s'occupant des petites corvées autour de la ferme, nourrir les poules, ramasser les œufs, tirer l'eau du puits. Elle accomplissait ses tâches en silence, avec efficacité, comme pour mériter sa place. Ce matin-là, Henri la trouva assise sur les marches du porche, observant le lever du soleil. Son bras avait bien cicatrisé, la coupure n'était plus qu'une fine marque. « Bonjour », dit-il en s'asseyant péniblement à côté d'elle avec une grimace. Sa poitrine était particulièrement oppressée aujourd'hui. Maya hocha la tête en guise de salutation, puis pointa l'horizon où un nuage de poussière s'élevait. « Cavalier », dit-elle. Henri plissa les yeux, cherchant ses lunettes. « Tes yeux sont meilleurs que les miens », marmonna-t-il, distinguant finalement 3 silhouettes lointaines à cheval. « Rentre à l'intérieur », ordonna-t-il en saisissant sa carabine. Maya disparut dans la maison alors qu'Henri se positionnait sur le porche, l'arme posée sur ses genoux. Alors que les cavaliers approchaient, Henri reconnut l'homme en tête, Antoine Delorme, propriétaire du plus grand élevage de bétail de la région, et un individu qu'il n'avait jamais porté dans son cœur. « Valois !» héla Delorme, sa voix portant à travers la cour. « C'est une surprise de vous voir encore debout. » Déçu, répliqua sèchement Henri. Delorme mit pied à terre, flanqué de 2 jeunes hommes, des valets de ferme au regard dur. « Le capitaine Mercier a mentionné que vous étiez seul ici. On s'est dit qu'on passerait voir le voisin, avec tous ces troubles causés par les tribus. »« C'est très aimable à vous, » répondit Henri sans prendre la peine de se lever. « Surtout quand on sait que vos terres sont à 30 kilomètres au sud. » Delorme eut un sourire mince. « Le bruit court que l'armée ratisse la zone, rassemblant tous les membres des tribus pour les emmener à la réserve de Saint-Jean. J'en ai entendu parler. Vous n'avez pas vu de traînards dans les parages, n'est-ce pas ?» Le regard de Delorme dériva vers la maison d'Henri. « Des survivants des hameaux attaqués ?» Henri garda une expression neutre. « Juste moi et mes poules. » Delorme hocha lentement la tête, visiblement peu convaincu. « Ça ne vous dérange pas si on fait boire nos chevaux ? La route a été longue. » « La pompe est près de la grange, » indiqua Henri, sachant qu'un refus ne ferait qu'attiser les soupçons. Tandis que les hommes de main éloignaient les montures, Delorme s'attarda. « Vous savez, Henri, votre domaine ferait un bel ajout à mes propriétés. L'accès à l'eau est bon, vous n'avez pas de famille à qui le laisser. Je pourrais vous faire une offre, de quoi finir vos jours dans le confort. »« Pas intéressé, » trancha Henri. « Eh bien, l'offre tient toujours pour l'Indien. » Le sourire de Delorme n'atteignait pas ses yeux. « Les choses changent dans la région. Le problème des tribus sera bientôt réglé. Le chemin de fer arrive. Il vaudrait mieux vendre tant que vous pouvez en tirer un bon prix. » Henri resta silencieux,
observant Delorme inspecter la propriété avec un regard calculateur. Une fois les hommes partis, Henri trouva Maya cachée sous la table de la cuisine, serrant un couteau d'office contre elle. « Ils sont partis », l'assura-t-il, « mais ils reviendront. Les hommes comme Delorme reviennent toujours. » Ce soir-là, alors qu'Henri préparait un bouillon maigre, il fut saisi d'une violente quinte de toux. Il s'appuya contre le plan de travail, un mouchoir pressé sur sa bouche. Lorsqu'il l'écarta, le tissu était maculé de sang. Maya l'observait depuis l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Ce n'est rien, mentit Henri. Juste un mauvais moment. » Maya disparut pour revenir quelques instants plus tard avec une petite bourse. Elle en sortit des herbes séchées et désigna l'eau qui bouillait. « Remède, expliqua-t-elle, de ma mère. » Henri acquiesça, la laissant infuser les plantes dans une tasse d'eau chaude. La tisane amère qu'elle prépara n'arrêta pas totalement sa toux, mais elle sembla desserrer l'étau qui lui comprimait la poitrine. Plus tard, assis sur le porche à regarder les premières étoiles, Henri prit une décision. « Maya, dit-il doucement, je dois aller en ville demain. »« Voir l'homme de loi » demanda-t-elle d'un regard interrogateur. « Cette ferme, expliqua Henri. Quand je ne serai plus là, des hommes comme Delorme essaieront de la prendre. À moins que... » Il marqua une pause, pesant ses mots. « À moins que je ne la lègue à quelqu'un qui y a droit. » Maya fronça les sourcils, confuse. « Je n'ai pas d'enfant, pas de famille, poursuivit Henri. Mais je pourrais te donner mon nom, faire de toi ma fille légitime aux yeux de la loi. Alors cet endroit serait à toi. » Maya le fixa, assimilant ses paroles. « Tu ne serais pas mon père, dit-elle finalement, d'une voix douce mais ferme. Mon père est mort avec ma mère et mes frères. »« Je sais, opina Henri. Je n'essaierai pas de le remplacer. Mais cela te protégerait. Cela te donnerait une place dans ce monde qui s'efforce de tout te prendre. » Maya regarda le paysage qui s'assombrissait, son visage d'enfant empreint d'une gravité bien trop lourde pour son âge. « Les hommes qui sont venus, ils ne laisseront pas une fille des tribus avoir la ferme. »« Peut-être pas, reconnut Henri, mais je connais des gens en ville, des gens bien qui te soutiendront si tu portes le nom de Valois. Ce ne sera pas facile, mais c'est une chance de se battre. » Henri l'observa tandis qu'elle réfléchissait, ses petits doigts traçant des motifs sur le bois usé de la marche. « Demain, dit-elle enfin. Nous irons demain. » Cette nuit-là, Henri resta éveillé, écoutant le hurlement lointain des loups. Sa décision lui semblait juste. Pourtant, il s'inquiétait pour l'avenir de Maya dans un monde qui montrait si peu de bonté envers son peuple. Il lui restait si peu de temps pour la préparer, pour lui apprendre ce qu'elle devait savoir. À l'aube, Henri trouva Maya déjà habillée, ses longs cheveux noirs soigneusement tressés, portant les vêtements propres qu'il avait achetés à l'épicerie générale lors de son dernier passage. Elle avait préparé un petit baluchon de nourriture et rempli les gourdes d'eau fraîche. « Prête » déclara-t-elle simplement. Henri sourit, touché par sa détermination. Alors en selle, la ville de Sainte-Colombe apparut à l'horizon en milieu de matinée, un assemblage de bâtiments en bois tremblotant dans la chaleur. Henri sentit Maya se tendre derrière lui sur la selle. « Reste près de moi » ordonna-t-il alors qu'ils approchaient. « Ne t'éloigne pas, quoi que disent les gens. » Tandis qu'il descendait la rue principale, Henri était douloureusement conscient des regards. Sainte-Colombe n'était pas une grande ville, et la vue du vieux Henri Valois avec une jeune fille des tribus attirait immédiatement l'attention. Il salua sèchement ceux qu'il connaissait, ignorant les murmures qui les suivaient. Ils attachèrent Sultan devant l'étude notariale, un bâtiment étroit coincé entre l'épicerie et le barbier. Avant d'entrer, Henri s'agenouilla malgré la douleur dans ses jointures, se mettant à la hauteur de Maya. « Maître Perrault est un homme bon, expliqua-t-il. Il nous aidera avec les papiers, mais il te posera des questions. Tu n'es pas obligé de répondre si cela te met mal à l'aise. » Maya hocha solennellement la tête. À l'intérieur, ils trouvèrent Jacques Perrault à son bureau, entouré de piles de documents juridiques. Le notaire leva les yeux, la surprise évidente sur son visage. « Henri, je ne m'attendais pas à te voir en ville. » Son regard se posa sur Maya. « Et qui est ce ?»« Voici Maya, » dit Henri en posant une main protectrice sur l'épaule de l'enfant. « Je suis venu pour faire rédiger un acte d'adoption. Je veux en faire ma fille légitime. » Les sourcils de Perrault sautèrent. « Henri, c'est tout à fait inattendu. Peut-être devrions-nous parler en privé ?»
Tout ce que tu as à dire peut être dit devant elle, répondit fermement Henri. Perrault soupira, leur faisant signe de s'asseoir. Très bien, Henri. Tu dois comprendre que l'adoption d'une enfant indigène, particulièrement en ce moment avec les tensions actuelles, est une affaire délicate. C'est compliqué. Je me moque que ce soit compliqué, rétorqua Henri. Je suis mourant, Jacques, tu le sais, je le sais. Je veux léguer ma ferme à Maya, et je veux que ce soit légal et irrévocable pour que personne ne puisse contester mes volontés après mon départ. Perrault étudia Henri un long moment, puis tourna son attention vers Maya. « Jeune fille, comprends-tu ce que M. Valois propose ? Il veut devenir légalement ton père. » Maya soutint son regard sans ciller. « Il n'est pas mon père. Mon père est mort. Mais il m'offre son nom, sa protection. » Perrault sembla décontenancé par cette réponse directe. « Je vois. Et comment es-tu arrivé sous la garde de M. Valois ?» Henri intervint. « Je l'ai trouvé seul près de ma propriété. Sa famille a été tuée. C'est tout ce qui compte. » « Henri, fit Perrault en se penchant en avant et en baissant la voix, il y a des rumeurs de représailles, de raids. L'armée est impliquée. J'ai besoin de savoir qu'elle n'est liée à rien de tout cela. » « C'est une enfant, Jacques, dit sèchement Henri. Une enfant qui a tout perdu. Alors, vas-tu nous aider ou non ? Après un moment de tension, Perrault acquiesça. Cela nécessitera l'approbation d'un juge. Le juge Martin ne passe en ville qu'une fois par mois, et il était là la semaine dernière. Je n'ai pas un mois, dit Henri brutalement. Perrault réfléchit. Je pourrais préparer les documents aujourd'hui. Tu pourrais les signer comme une déclaration d'intention. S'il arrivait quelque chose avant le retour du juge, cela montrerait au moins clairement tes volontés. Fais-le, accepta Henri. Alors que Perrault commençait à rédiger les papiers, la porte de l'étude s'ouvrit avec fracas. Le capitaine Mercier se tenait là, l'expression sombre. « J'ai cru reconnaître ton cheval, Henri, dit-il, les yeux fixés sur Maya. Les nouvelles vont vite en ville. »« Nous réglons des affaires légales, capitaine, répondit calmement Henri. »« Vraiment ?» Le capitaine entra, refermant la porte derrière lui. « Tu veux bien m'expliquer pourquoi tu héberges une fille des tribus alors que tu m'as dit être seule à la ferme ? » ?»« Je n'hébergeais personne. J'ai recueilli une orpheline. » Le regard du capitaine s'adoucit légèrement. « Henri, la colère gronde. Le colonel Bréval et ses hommes sont juste à l'extérieur de la ville. Ils rassemblent tous les indigènes de la zone pour les transférer à la réserve. »« C'est juste une enfant, répéta Henri. »« Je comprends cela, dit le capitaine, mais les gens ont peur. Le massacre de Beauvallon a mis tout le monde sur les nerfs. »« Elle n'a rien à voir avec ça, insista Henri. » Le capitaine soupira. « Peut-être pas, mais le colonel Bréval s'en moque. Il a des ordres. » Perrault intervint. « Capitaine, nous sommes en plein processus d'adoption légale. La fille serait sous la protection de la loi territoriale en tant que fille d'Henri Valois. »« Les papiers ne sont pas encore signés par un juge, n'est-ce pas ?» contra le capitaine. « Ils le seront, affirma Henri. » L'échange fut interrompu par du tumulte à l'extérieur. Par la fenêtre, ils virent des soldats entrer en ville à cheval. Au moins une douzaine d'hommes en uniforme bleu menés par un officier au visage sévère. « C'est Bréval, dit doucement le capitaine. Henri, s'il la trouve ici. » Henri regarda Maya qui s'était figée, les yeux écarquillés par la peur. Il prit une décision rapide. « La porte de derrière ?» demanda-t-il à Perrault. Le notaire fit un signe de tête vers une sortie au fond de la pièce. « Elle donne sur la ruelle. Mais Henri, tu ne pourras pas semer l'armée. »« On ne va pas courir, dit Henri, une idée germant dans son esprit. On va se cacher en pleine lumière. Jacques, finis ces papiers. Capitaine, j'ai besoin de ton aide. »« Henri, je ne peux pas m'opposer à l'armée, protesta Mercier. »« Je ne te demande pas ça. Je te demande de faire respecter la loi et de protéger une enfant innocente. » Le capitaine hésita, puis hocha la tête à contre-cœur. « Quel est ton plan ?» En quelques minutes, Henri exposa son idée. Perrault terminerait les papiers d'adoption aussi vite que possible. Le capitaine intercepterait le colonel Bréval, l'occupant à l'entrée de la ville. Pendant ce temps, Henri et Maya rejoindraient la chapelle à la lisière de la ville, où le père Michel, un vieil ami d'Henri, pourrait offrir un sanctuaire jusqu'à ce que les documents soient prêts. « C'est risqué, avertit le capitaine.
Tout ce qui en vaut la peine l'est, répondit Henri en prenant la main de Maya. Prête? Elle hocha la tête, ses petits doigts serrant fort les siens. Ils se glissèrent par la porte de service dans la ruelle, juste au moment où le bruit des bottes et des éperons résonnait dans la rue principale. Henri guida Maya à travers les ruelles, restant hors de vue, tandis qu'il se dirigeait vers la petite chapelle blanche visible sur la colline, à la lisière de la ville. « On y est presque », encouragea Henri, bien que sa respiration fût devenue sifflante et laborieuse sous l'effort. Soudain, une voix retentit derrière eux. « Halte là !» Henri se retourna pour voir 2 soldats approcher, fusils braqués. « Éloignez-vous de la fille indigène », ordonna l'un d'eux. Henri s'interposa entre Maya et les hommes. « C'est ma fille », dit-il fermement. Les soldats échangèrent des regards sceptiques. « Monsieur, nous avons l'ordre de rassembler tous les membres des tribus pour leur transfert. Veuillez vous écarter. »« Je ne bougerai pas », affirma Henri, tenant sa position malgré les canons pointés sur lui. « Elle est sous ma protection. » L'impasse fut brisée par l'arrivée d'une 3e silhouette, le père Michel, alerté par le tumulte près de son église. « Que se passe-t-il ici » tonna le prêtre. « Père, ces hommes veulent emmener ma fille » expliqua rapidement Henri. Le père Michel évalua la situation, puis s'adressa aux soldats. « Ceci est une terre consacrée, messieurs. Vous n'avez aucune autorité ici. »« Nous avons des ordres, mon père » insista l'un des soldats. « Et je réponds à une autorité bien supérieure » répliqua le prêtre avec un calme olympien. « L'enfant est sous la protection de l'Église à présent. Vous pouvez en discuter avec votre officier supérieur si vous le souhaitez. » Les soldats hésitèrent, visiblement mal à l'aise à l'idée de confronter un homme de Dieu. « Venez, dit le père Michel à Henri et Maya. Entrons. » À peine eurent-ils atteint la sécurité de la nef qu'Henri fut terrassé par une nouvelle quinte de toux, plus sévère que la précédente. Il s'effondra sur un banc, du sang maculant ses lèvres. « Henri !» s'écria le père Michel en se précipitant à ses côtés. « Ça va aller !» parvint à articuler Henri, bien que ce fût clairement un mensonge. Maya l'observait avec des yeux graves, une compréhension d'adulte sur son visage d'enfant. « Tu es comme mon grand-père, dit-elle doucement. Il crachait le sang avant que les esprits ne l'emportent. » Henri sourit faiblement. « J'ai encore un peu de temps, assez pour m'assurer que tu es en sécurité. » Dehors, ils entendaient des voix s'élever à mesure que d'autres soldats arrivaient. Le temps leur était compté. L'après-midi s'étira jusqu'au soir. Henri, Maya et le père Michel restèrent cloîtrés dans l'église. À l'extérieur, les soldats maintenaient leur position, attendant les ordres du colonel Bréval. La petite chapelle, habituellement havre de paix, était devenue le centre d'un siège silencieux. Henri était assis sur un banc, le souffle court mais stable pour l'instant. Maya restait près de lui apportant occasionnellement de l'eau ou ajustant la couverture que le père Michel avait fournie. « Tu devrais te reposer, lui dit Henri. La nuit risque d'être longue. » Maya secoua la tête. « Je veillerai, comme tu as veillé pour moi. » La porte de l'église s'ouvrit et le capitaine Mercier entra, ôtant son chapeau. « Henri, le colonel veut te parler. »« Qu'il entre alors, » répondit Henri. « Seul, » ajouta le capitaine avec un regard significatif vers Maya. Henri secoua la tête avec fermeté. « Où je vais, elle va. » Après une brève négociation, le colonel Bréval fut autorisé à entrer, bien qu'il dût laisser son arme de service à ses hommes dehors, une condition imposée par le père Michel que l'officier accepta à contre-cœur. Bréval était un homme grand, au visage sévère et à la moustache impeccablement taillée. Son uniforme portait la poussière de nombreux kilomètres, mais son autorité était indéniable. Il s'approcha d'Henri, accordant à peine un regard à Maya ou au prêtre. « Monsieur Valois, commença-t-il sans préambule, je crois comprendre que vous prétendez que cet enfant des tribus est votre fille. »« Je ne le prétends pas, je l'affirme, » confirma Henri. « Pardonnez mon scepticisme, » dit sèchement Bréval, « mais je trouve le moment bien commode. Une attaque survient dans les hameaux voisins et soudain vous vous découvrez une fibre paternelle pour l'une d'entre eux. »« Elle n'a rien à voir avec les attaques, » répondit Henri d'une voix égale. « C'est une enfant qui a perdu sa famille à cause de la violence des 2 camps. » L'expression de Bréval demeura impassible. « Mes ordres sont clairs. Tous les indigènes doivent être transférés à la réserve de Saint-Jean pour leur protection et la sécurité des colons. »« Elle a un nom, » dit Henri. « Maya. Bientôt Maya Valois. Et elle est sous ma protection. »« Votre protection » ricana Bréval. « À vous voir, monsieur,
Vous pouvez à peine vous protéger vous-même. Combien de temps espérez-vous vivre avec cette toux? Qu'arrivera-t-il à la petite ensuite? C'est déjà prévu, dit Henri. Mon notaire prépare les papiers d'adoption en ce moment même. Ma ferme et tout ce que je possède lui reviendront. Bréval eut un rire incrédule. Une fille des tribus héritant d'une propriété française? Les tribunaux ne permettront jamais cela. Ils le feront si elle est ma fille légitime, insista Henri. Et j'ai des amis dans cette ville qui veilleront à ce que mes dernières volontés soient respectées. Le colonel étudia Henri un long moment. Vous êtes soit un homme très insensé, soit très courageux, monsieur Valois. Probablement les deux, admit Henri avec un mince sourire. La confrontation fut interrompue par l'arrivée de maître Perrault, qui entra dans l'église chargé de plusieurs documents officiels. « Les papiers sont prêts, Henri », annonça le notaire en saluant respectueusement le colonel Bréval. « Colonel, j'ai pris la liberté d'inclure des témoignages sous serment de plusieurs citoyens respectables de Sainte-Colombe, attestant de la moralité de M. Valois et de son désir sincère d'adopter cet enfant. » Bréval accepta les documents avec une réticence évidente, les parcourant rapidement. « Cela ne change rien à mes ordres. »« Peut-être pas, » concéda Perrault, « mais cela les complique. En tant que pupille légale de M. Valois, la fille a droit à certaines protections en vertu de la loi territoriale. L'emmener de force pourrait être qualifié d'enlèvement. La loi autorise également le déplacement des indigènes vers les réserves pour leur propre sécurité, contra Bréval. Une question qui pourrait être bloquée devant les tribunaux pendant des mois, suggéra Perrault, période durant laquelle la jeune fille resterait avec son tuteur légal. La mâchoire du colonel se contracta. C'est une affaire militaire, pas juridique. C'est les deux, intervint le capitaine Mercier en s'avançant. Colonel, je respecte votre autorité, mais j'ai prêté serment de faire respecter la loi ici. Si M. Valois adopte légalement cet enfant, mon devoir est de protéger ses droits comme ceux de n'importe quel citoyen. La tension emplissait l'église, tandis que Bréval pesait ses options. Finalement, il rendit les papiers à Perrault. « Très bien, faites signer ces papiers à la fille, si elle sait écrire. Je retarderai son transfert en attendant l'approbation du juge. Mais elle reste votre responsabilité, Valois. Au moindre trouble, mes hommes reviendront. » « Elle ne causera aucun trouble, » dit Henri fermement. Après le départ de Bréval, Henri se tourna vers Mailla. « Comprends-tu ce qui vient de se passer? Tu dois signer ces papiers, accepter de devenir Mailla Valois. » Mailla regarda le document avec solennité. « Je peux faire ma marque, dit-elle. Mon père m'a appris. » Alors que le soleil commençait à décliner, projetant de longues ombres à travers les vitraux, Mailla apposa sa marque sur l'acte d'adoption. Perrault contresigna, rendant le document aussi officiel que possible sans la validation finale d'un juge. « C'est fait, » dit Perrault en roulant les papiers. « Dès que le juge Martin sera de retour, je lui ferai tout finaliser. » Henri hocha la tête avec gratitude avant d'être saisi par une nouvelle quinte de toux, pire que les précédentes. Le père Michel l'aida à s'allonger sur un banc, tandis que le capitaine Mercier partait chercher le médecin. La nuit était tombée lorsque le docteur Simon arriva. Après avoir examiné Henri, il prit le père Michel et le capitaine à part, parlant à voix basse. Henri ne pouvait les entendre, mais il comprit. Son temps était encore plus court qu'il ne l'avait réalisé. Plus tard, alors que l'église s'apaisait, Henri se retrouva seul avec Mailla. La fillette était assise près de lui, sa petite main posée sur la sienne. « Tu vas partir bientôt ?» dit-elle simplement. Ce n'était pas une question. Henri opina. « Plutôt que je l'espérais. Mais tu ne seras pas seul. Le capitaine et le père Michel veilleront à ce que la ferme te revienne. Perrault t'aidera à gérer les choses jusqu'à ce que tu sois assez grande. »« Je n'ai pas besoin de la ferme, » dit Mailla. « J'ai besoin... » Elle s'interrompit, luttant contre ses émotions. « Tu m'as montré de la bonté quand les autres montraient de la haine. »« C'est ce que fait une famille, » répondit doucement Henri. « Et nous sommes une famille maintenant, Mailla Valois. Pas par le sang, mais par choix. Parfois, c'est le lien le plus fort. » Tandis que le clair de lune filtrait à travers les vitraux, dessinant des motifs colorés sur le sol de pierre, Henri Valois et sa fille nouvellement adoptée discutèrent à voix basse. Il lui parla de la ferme, des meilleurs pâturages, de l'entretien du moulin à vent, des voisins à qui elle pouvait faire confiance. Elle écoutait intensément, mémorisant chaque détail, posant parfois des questions qui révélaient un esprit vif et pratique.
À l'aube, le capitaine Mercier revint avec la nouvelle que le colonel Bréval et ses hommes étaient partis pour le fort Saint-Louis, laissant pour instruction qu'on lui signale le statut de Maya une fois que le juge aurait rendu sa décision. « Ça nous donne du temps », expliqua le capitaine, « et le juge Martin est un homme juste. Je crois qu'il honorera tes volontés, Henri. » Henri hocha la tête, soulagé. « Alors, rentrons à la maison, une dernière fois. » Le voyage de retour vers la ferme fut lent, ponctué d'arrêts fréquents pour permettre à Henri de reprendre son souffle. Lorsque la silhouette familière de la maison apparut à l'horizon, le soleil commençait à se coucher. « C'est beau, n'est-ce pas ?» murmura Henri, contemplant sa terre baignée de lumière dorée. « Oui, » approuva Maya, « c'est beau. » Ce soir-là, assis sur le porche face au crépuscule, Henri plaça sa vieille montre à gousset dans la main de Maya. « C'était celle de mon père, » expliqua-t-il. « Maintenant, elle est à toi. Pour te souvenir que même lorsque le temps semble manquer, il y a toujours l'espoir d'un nouveau commencement. » Maya serra fort la montre contre elle. Je me souviendrai. Alors que l'obscurité tombait, Henri Valois, fermier, survivant et désormais père, regarda les premières étoiles apparaître aux côtés de sa fille, leur lien improbable forgé dans l'épreuve et scellé par l'espoir, juste avant l'ultime coucher de soleil de sa vie.